Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. David avançait vers l'entrée du restaurant le plus chic de Boston. À ses côtés se trouvait Liam, son fils de 9 ans aux cheveux bruns en désordre, portant un gros casque audio et faisant tourner un Rubik's Cube entre ses doigts sans s'arrêter. Liam ne parlait pas beaucoup aux étrangers. En fait, il parlait à peine. Mais quand il le faisait, c'était direct, précis et presque toujours surprenant. David soupira. « Tu te souviens du plan, fiston? Tu dois juste rester là. Si elle ne te plaît pas, on se lève et on part. » Liam hocha légèrement la tête sans quitter le cube des yeux. « Si elle ment, je le remarquerai, » dit-il calmement. David esquissa presque un sourire. C'était vrai. Liam avait une capacité incroyable à repérer les schémas dans le langage, le comportement et la logique. Depuis qu'il avait été diagnostiqué autiste à l'âge de 3 ans, les thérapeutes le qualifiaient d'hyperlogique. En d'autres termes, pas idéal pour les rendez-vous à l'aveugle. Ils traversèrent la salle à manger élégante et furent conduits à une table réservée à l'arrière. David regarda autour de lui avec un ennui presque automatique. Il avait eu 7 rendez-vous au cours des 2 derniers mois, tous arrangés par sa sœur, inquiète de sa vie solitaire. Aucune des femmes n'avait tenu 5 minutes avec Liam sans échanger des regards de pitié ou de panique. Certaines ne cherchaient même pas à le cacher. 8 minutes, murmura Liam, faisant tourner le cube. Quoi? David haussa un sourcil. C'est la durée moyenne avant qu'elle ne mente, fasse semblant ou veuille partir. David laissa échapper un petit rire par le nez. Peut-être qu'elle battra le record aujourd'hui. Mais avant qu'il ne puisse finir sa phrase, la porte du restaurant s'ouvrit brusquement. Emma apparut au milieu de ce cadre raffiné comme une tornade dans un jardin de porcelaine. Elle portait un sac trop grand pour l'occasion, une chemise à manches courtes jaune ornée d'imprimés d'ananas, clairement décontractée, et ses cheveux étaient attachés en un chignon désordonné retenu par un crayon. « Oups, désolé », dit-elle en trébuchant sur son lacet et faisant tomber le menu de la table d'à côté. Le serveur tenta de l'aider, mais elle sourit, ramassa les papiers et lança bruyamment « Détends-toi, champion. Ce n'est pas la première fois que je fais une scène, et ce ne sera pas la dernière. » Certains clients froncèrent les sourcils. D'autres firent semblant de ne rien voir. David resta figé, à la regarder. Mais Liam arrêta de faire tourner le Rubik's Cube. Emma s'approcha de leur table comme si elle n'avait pas renversé la moitié du restaurant. En arrivant, elle regardait d'abord Liam. Elle sourit, s'accroupit à sa hauteur et dit « Salut, tu dois être le juge ce soir, non? On dirait que c'est toi le patron, plus qu'il n'y paraît. » Liam la fixa pendant 3 secondes. « Quelle est la valeur de pi au carré ?» demanda-t-elle. David s'étouffa avec son eau. Emma cligna des yeux. « Ça dépend. Tu veux la réponse exacte ou une approximation? Parce que si c'est une approximation, je dirais 9. 869. Mais si tu veux tous les chiffres, donne-moi environ 20 minutes et une calculatrice. » Liam sourit. David resta sans voix. Emma se redressa et regarda David comme si rien ne s'était passé. « Tu dois être David. Désolé d'être en retard. La moitié du métro s'est arrêtée à cause d'un pigeon courageux. Et oui, j'ai pris le métro parce que ma voiture, ce sont mes pieds, et ils sont encore en crédit. » David cligna des yeux. « Tu es différente. On me l'a déjà dit, mais je promets de ne pas mordre, sauf si le petit pain est vraiment bon. » Elle attrapa un pain dans le panier et y mordit, sans cérémonie. Liam faisait maintenant tourner le cube plus vite. Ses yeux, autrefois derrière un mur invisible, étaient fixés sur elle. « Tu es honnête, » dit-il simplement. « Je le suis, mais si tu me dis un secret, je promets de le garder et de faire comme si je ne l'avais jamais entendu. » Liam se pencha et murmura quelque chose à son oreille. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent, puis elle sourit. « J'aurais ce secret. C'est le meilleur qu'on m'ait dit aujourd'hui. » David essaya de comprendre ce qui se passait. Il était habitué à tout contrôler, des transactions boursières aux fusions d'entreprises, mais il se sentait maintenant déséquilibré, comme s'il était dans l'un de ces films romantiques que sa sœur insistait pour regarder le vendredi soir. Sauf que dans ce cas, le scénario était impossible à prévoir. « Je peux commander des frites ?» demanda Emma, tenant toujours le menu fermé. « David Heshita. Ce n'est pas vraiment au menu. »« Parfait. J'aime défier les menus. » Elle fit un clin d'œil. David s'appuya contre le dossier de sa chaise. Liam arrêta de faire tourner le cube. Emma discuta avec le serveur comme si elle le connaissait depuis des années. Elle plaisanta sur les noms compliqués des plats et demanda si elle pouvait jeter un œil à la cuisine plus tard. Quand le serveur refusa, elle répondit « D'accord, mais seulement parce que je porte des talons aujourd'hui. » Liam rit, un rire léger,
court, mais sincère. David se tourna lentement vers son fils, surpris. « Tu as ri ?» Liam hocha la tête. « Elle n'a pas peur de moi, et elle n'a pas pitié. Elle parle, c'est tout. » David regarda Emma. Elle essayait maintenant d'équilibrer une cuillère sur le bout de son nez. Ce n'était pas ce à quoi il s'attendait. Ce n'était pas ce qu'il voulait, mais, étrangement, c'était exactement ce dont il avait besoin. Le dîner se déroula d'une manière que David n'aurait jamais imaginé possible. Emma ne posa pas de questions sur son entreprise, ne mentionna pas sa fortune, et, pour l'amour de tout ce qui est sacré, ne dit rien comme « ça doit être difficile d'élever un enfant seul ». Au lieu de cela, elle mangea avec appétit, plaisanta sur le décor trop doré du restaurant et traita David comme une personne normale. « Sérieusement, qui a décidé que 15 fourchettes différentes étaient une bonne idée ?» dit-elle en brandissant l'un des ustensiles plus petits. « Genre, qu'est-ce qui se passe si j'utilise la fourchette à salade pour manger le dessert? La police des couverts vient m'arrêter ?» David tenta de garder son sérieux, mais les coins de sa bouche ne cessaient de se relever. Techniquement, c'est une question d'étiquette sociale. Oh, je vois. Emma prit la fourchette à dessert et coupa un morceau de salade. Voilà, maintenant je suis une rebelle culinaire. Liam, tu es mon témoin. Liam observait tout avec une intensité que David reconnaissait. C'était le même regard que le garçon avait lorsqu'il résolvait un Rubik's Cube particulièrement difficile, concentré, analytique, mais intéressé. « Emma », dit soudain Liam, l'arrêtant dans son jeu avec les fourchettes. « Pourquoi l'électricité fait-elle du bruit quand elle passe dans les fils ?» David faillit s'étouffer. Liam ne posait jamais de questions désinvoltes aux étrangers. En fait, Liam ne posait presque jamais de questions à qui que ce soit, sauf à lui. Emma ne montra aucune surprise ni ce sourire forcé que la plupart des adultes affichent quand un enfant pose une question mignonne. Au lieu de cela, elle posa son menton sur sa main et réfléchit sérieusement à la question. « Eh bien, techniquement, l'électricité elle-même ne fait pas de bruit. Ce que tu entends, c'est l'air autour des fils qui chauffe et se dilate rapidement. C'est comme quand tu fais du pop-corn au micro-ondes. La chaleur fait sauter les grains et produit du bruit. » Liam inclina la tête. « Mais qu'en est-il du bourdonnement des fils? » « Oh, celui-là est différent. » Emma s'enthousiasma, agitant la fourchette à dessert. « Ça arrive parce que le courant alternatif fait vibrer les fils 50 ou 60 fois par seconde. C'est comme une guitare électrique vraiment ennuyeuse. » David la fixa, fasciné, non seulement parce que la réponse était correcte, il le savait, mais par la manière dont elle l'avait expliqué, sans condescendance, sans simplifier à outrance, mais sans jargon que Liam ne comprendrait pas. « As-tu étudié l'ingénierie ?» demanda David. Emma haussa les épaules comme si ce n'était pas grand-chose. « J'ai étudié un peu de tout. Je suis le genre de personne qui lit les manuels de micro-ondes pour s'amuser. » Elle se tourna à nouveau vers Liam. « Tu veux entendre quelque chose de cool? Si tu places un Rubik's Cube près d'un haut-parleur qui joue de la musique, les vibrations sonores peuvent légèrement affecter le mouvement des pièces, comme un Rubik's Cube qui danse. » Les yeux de Liam s'illuminèrent. « Vraiment? Totalement. Bien sûr, il faut avoir des oreilles très fines pour remarquer la différence, mais ça arrive. » Liam sortit immédiatement le cube de sa poche et commença à le faire tourner près de son oreille, prêtant une attention particulière au son presque imperceptible des pièces en mouvement. David observa la scène avec une sorte d'émerveillement. Son ex-femme, Laura, avait été merveilleuse avec Liam, mais même elle avait eu besoin de temps pour s'habituer aux particularités du garçon. La plupart des gens se sentaient mal à l'aise face aux questions directes de Liam ou tentaient de répondre vaguement pour ne pas troubler l'enfant. Emma, en revanche, semblait sincèrement intéressée, comme si parler de physique avec un garçon de 9 ans était la chose la plus naturelle du monde. « Liam, » dit doucement David, « finis de manger avant que ton plat ne refroidisse. »« Il va bien, » interrompit Emma. « Laisse-le explorer. La nourriture, ça se réchauffe, mais la curiosité, c'est rare. » Et c'est à ce moment que David remarqua quelque chose qui le mit profondément mal à l'aise. Emma n'essayait pas de l'impressionner à travers Liam. Elle parlait vraiment au garçon. La différence était subtile, mais pour quelqu'un qui avait passé les 2 dernières années à être bombardé par des femmes prétendant s'intéresser à son fils pour impressionner le père, la différence était frappante. Le dîner continua sur ce rythme. Emma raconta des histoires hilarantes sur ses anciens emplois, allant d'un poste de caissière dans un magasin de bricolage où elle devait expliquer à un client que les vis n'ont pas de genre, à un travail dans un dîner, où le patron insistait pour qu'elle mémorise 50 sauces différentes pour les burgers. Et le type était là, genre, non, ce n'est pas la sauce spéciale numéro 7. C'est la sauce spéciale numéro 7, imita Emma d'une voix grave et dramatique, comme si le sort de l'humanité dépendait de ma capacité à distinguer la moutarde au miel de la moutarde artisanale. Liam rit à nouveau.
David remarqua que le son devenait moins rare, moins hésitant. Quand le dessert arriva, un tiramisu trop sophistiqué qui coûtait probablement plus que ce qu'Emma gagnait en une journée, elle le regarda avec scepticisme. On dirait plus une sculpture que de la nourriture. J'ai peur de le toucher et de casser quelque chose d'important. Tu peux le manger, assura David. Ce n'est que du tiramisu. Que du tiramisu, dit-il. Emma secoua la tête en direction de Liam. Ton père est un peu déconnecté de la réalité, non? Liam y réfléchit sérieusement. Parfois, mais il essaie. David ne savait pas s'il devait être offensé ou touché par leur honnêteté brutale. Emma prit une grosse cuillerée de dessert et fit une grimace exagérée et dramatique. D'accord, je l'admets. C'est officiellement la meilleure chose que j'ai jamais mangée de ma vie. Elle se pencha vers Liam comme pour partager un secret. Mais ne dis pas ça au petit pain de ma boulangerie du coin. Il devient jaloux. Quand il fut enfin temps de partir, David s'attendait au rituel habituel, échanger les numéros, la suggestion de on devrait se revoir, le sourire plein d'espoir, qui signifiait qu'elle attendait qu'il fasse le premier pas. Au lieu de cela, Emma se leva, ajusta son sac sur son épaule et dit « Eh bien, c'était sympa de vous rencontrer tous les deux. Liam, continue d'être curieux. » David, elle hésita un instant comme si elle allait dire quelque chose d'important, puis sourit « Merci pour le dîner. C'était bien mieux que ce à quoi je m'attendais, vu que je n'attendais pas grand-chose. » Et elle partit. David resta immobile, la regardant marcher vers la porte avec la même énergie désordonnée qu'à son arrivée. Elle s'arrêta pour remercier le serveur, plaisanta avec le portier et disparut dans la rue animée de Boston. Quelque chose d'étrange se passa dans la poitrine de David, un sentiment qu'il n'avait pas ressenti depuis si longtemps qu'il avait presque oublié comment le reconnaître, une curiosité authentique, pas le genre de curiosité qu'il ressentait pour les rapports financiers ou les stratégies de marché. C'était quelque chose de plus humain. « Liam » dit David, toujours en faisant tourner le Rubik's Cube. « Oui ?» Elle n'a pas essayé de t'impressionner. David se tourna pour regarder son fils. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Liam le regarda avec ses yeux qui voyaient des schémas là où les autres ne voyaient que du chaos. Toutes les autres faisaient toujours des choses pour te faire croire qu'elles étaient importantes. Elles posaient des questions sur l'argent ou disaient que j'étais spéciale d'une manière bizarre ou essayaient de paraître plus intelligente qu'elles ne l'étaient vraiment. Il arrêta de faire tourner le cube. Elle a juste écouté et parlé comme si on était normaux. Sur le chemin du retour, dans le calme de la voiture de luxe qui les séparait du monde extérieur, David ne pouvait pas chasser Emma de son esprit. Il y avait quelque chose chez elle qui défiait toutes ses attentes. Elle ne rentrait dans aucune catégorie qu'il connaissait, pas aussi sophistiquée que les femmes de son cercle social, mais aussi pas aussi facilement impressionnée qu'il l'avait imaginé. Elle était intelligente sans être prétentieuse, drôle sans trop en faire, honnête sans être dure. Et pour la première fois depuis longtemps, David, un homme qui contrôlait des empires commerciaux et déplaçait des millions d'un appel téléphonique, se retrouva complètement hors de contrôle. Cette nuit-là, allongé dans le lit king size de son appartement donnant sur le port de Boston, David resta éveillé, pas à cause du stress du travail ou des soucis d'argent, mais à cause d'une femme qui utilisait la mauvaise fourchette et faisait rire son fils, et cela le troublait de la meilleure manière possible. David n'était pas le genre d'homme à se rendre dans des cafés, le samedi matin. En fait, David ne savait même pas où se trouvaient les cafés. Sa routine matinale consistait en un café préparé par la gouvernante, le Wall Street Journal parfaitement plié, et un agenda organisé par sa secrétaire avec une précision militaire, mais il était là, devant Beans & Dream, un petit café chaleureux dans le North End de Boston, les mains dans les poches, avec une expression oscillant entre détermination et panique totale. Liam était avec tante Rachel pour une session spéciale de Rubik's Cube avec d'autres enfants autistes, quelque chose que David supervisait généralement en personne. Mais ce matin-là, il avait menti, disant qu'il avait une réunion urgente, et avait laissé son fils aux soins de sa sœur. La vérité ? Il avait passé 3 jours à penser à Emma, et c'était inacceptable. David ouvrit la porte du café, faisant tinter une cloche à l'ancienne. L'endroit était tout le contraire des lieux qu'il fréquentait habituellement, des murs en briques apparentes, un mélange de chaises dépareillées, des peintures d'artistes locaux accrochées sans ordre particulier, et une odeur de café qui semblait avoir sa propre personnalité. Et elle était là. Emma portait un tablier vert sur un t-shirt qui disait « Caféine, parce que dormir est pour les faibles », et ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval qui défiait toute logique structurelle. Elle était derrière le comptoir, expliquant patiemment à une dame âgée la différence entre un cappuccino et un macchiato avec des gestes qui ressemblaient plus à une danse endiablée. Et un macchiato, c'est comme un cappuccino qui est allé à la gym et qui est devenu plus fort, dit-elle, fléchissant ses bras de manière ludique. La dame rit et choisit le cappuccino.
C'est alors qu'Emma regarda vers la porte et vit David. Pendant une fraction de seconde, ses yeux s'écarquillèrent de surprise sincère. Puis, comme si l'on pouvait voir les engrenages tourner dans son esprit, son expression passa à un mélange d'amusement et de taquinerie. Elle finit d'aider la dame, lui tendit le café avec un sourire chaleureux, puis se tourna vers David avec un air complètement neutre. « Puis-je vous aider » demanda-t-elle, comme si elle ne l'avait jamais vu auparavant. David cligna des yeux. « Emma, c'est moi, David, du dîner de jeudi. » Fit-elle semblant de réfléchir, tapotant ses doigts sur le comptoir. « David. Je ne me souviens pas. Êtes-vous un client régulier ? Parce que je jurais que je me souviendrais de quelqu'un qui a l'air de sortir tout droit d'un magazine d'affaires. » Il resta là, incertain si elle était sérieuse ou non. Emma garda un visage impassible pendant exactement 5 secondes avant d'éclater de rire. « Détends-toi, monsieur sérieux. Je plaisante. » Elle s'appuya sur le comptoir avec un sourire malicieux. « Mais, en parlant de ça, qu'est-ce que tu fais ici ? Tu veux du café ? Ou tu es juste là pour gâcher mon service ?» David ressentit quelque chose qu'il vivait rarement, on le taquinait. Et, étrangement, il aimait ça. « Je voulais du café », mentit-il éhontément. « Menteur, » dit Emma sans hésiter. « On dirait le genre de type qui boit du café qui coûte plus cher que mon salaire hebdomadaire et qui vient dans des tasses nécessitant un manuel d'instruction. » Elle désigna le menu écrit à la main sur le tableau derrière elle. « Ici, on a du café fort, du café plus fort, et du café qui te fera voir l'avenir. Lequel veux-tu » David regarda le menu et réalisa qu'il n'avait vraiment aucune idée de comment commander un café dans un endroit normal. « Que recommandes-tu » ? « Ça dépend. Sais-tu commander à manger tout seul, ou dois-tu appeler ta secrétaire » La taquinerie toucha juste. David sentit ses joues chauffer légèrement. « Je peux commander à manger tout seul, merci. »« Prouve-le. » Emma croisa les bras, clairement amusée. « Commande quelque chose du menu sans utiliser des mots comme « je voudrais », serait-il possible ou si ce n'est pas trop de peine ?» David la regarda. Cela faisait des années que personne ne l'avait défié comme ça, des années que personne ne traitait David comme n'importe qui, quelqu'un qu'on pouvait taquiner, tester, avec qui jouer. « Café fort, » dit-il, essayant de paraître désinvolte, « et ce truc-là. » Il désigna un muffin aux myrtilles dans la vitrine. « Ce truc ?» Emma feignit d'être choquée. « Monsieur, c'est un muffin artisanal aux myrtilles avec un nappage de sucre cristallisé et une essence de vanille. Il a un prénom et un nom de famille. » D'accord. David rit sans le vouloir. Le muffin artisanal aux myrtilles avec un nappage de sucre cristallisé et une essence de vanille, mieux. Emma se tourna pour préparer le café. Au moins, maintenant, tu as traité le muffin avec le respect qu'il mérite. Pendant qu'elle travaillait, David observa ses mouvements. Il y avait quelque chose d'hypnotique dans la manière dont Emma se déplaçait dans le petit espace derrière le comptoir, efficace mais détendue. Elle saluait chaque client par son prénom, connaissait leurs préférences et faisait des blagues qui suscitaient des sourires sincères. « Ça fait longtemps que tu travailles ici » demanda David, prenant la tasse fumante. « Les week-ends, depuis environ 2 ans. » Emma s'appuya à nouveau sur le comptoir. « En semaine, je travaille dans un cabinet comptable. Rien de glamour, mais ça paie les factures. Et ici, » elle désigna le café autour d'elle, « c'est un peu ma thérapie. J'aime les gens. La plupart, du moins. » David goûta le café et dut admettre qu'il était délicieux, fort, corsé, avec une saveur qui avait vraiment du caractère. « C'est bon, » dit-il, sincèrement surpris. « Bien sûr que c'est bon. C'est moi qui l'ai fait. » Emma fit un clin d'œil. « Tu as l'air choqué. À quoi t'attendais-tu ? À de l'eau sale ? Non, c'est juste. » David s'arrêta, réalisant que tout ce qu'il dirait semblerait condescendant. « Oh, je vois, » dit Emma, secouant la tête avec un sourire ironique. Tu es surpris qu'une personne ordinaire comme moi sache vraiment faire du vrai café, pas juste une gentille serveuse servant de mauvais café avec un faux sourire. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est J.S.Cha. Mais Emma ne semblait pas offensée, juste amusée. Détends-toi, David. Je ne suis pas fragile, et tu n'es pas le premier riche à venir ici en pensant avoir découvert une perle rare parmi les gens ordinaires. David eut l'impression d'avoir reçu une gifle nécessaire. Tu as raison, admits-tu. C'est exactement ce que j'ai pensé, et c'était idiot de ma part. Emma cligna des yeux, visiblement surprise par une telle honnêteté. D'accord. Des points pour assumer au lieu de trouver des excuses. Ils restèrent silencieux un moment, mais ce n'était pas inconfortable. C'était plus comme s'ils se redécouvraient mutuellement. Alors, pourquoi es-tu vraiment venu ici ? Demanda finalement Emma. David Heshita. La vérité était qu'il n'avait pas de réponse rationnelle.
Il avait passé 3 jours à essayer de chasser Emma de son esprit et avait échoué lamentablement. Il avait pensé à la manière dont elle avait fait rire Liam, à comment elle n'avait pas essayé de l'impressionner, à comment elle les traitait tous les deux comme des gens normaux. « Je ne sais pas, dit-il honnêtement. Je suppose que je voulais mieux te comprendre. » « Comprendre quoi ?» Emma inclina la tête. « Je ne suis pas si compliqué. Travail, payer les factures, regarder de mauvaises séries sur Netflix, manger de la pizza froide au petit déjeuner. Mystère résolu. David Sorrit. Puis-je te raccompagner chez toi quand ton service sera fini? Je peux prendre le métro, merci. Je sais que tu peux, mais puis-je quand même te raccompagner? Emma l'étudia longuement. Pourquoi? Parce que j'aimerais parler davantage avec toi. À propos de quoi? N'importe quoi. De comment tu connais autant de physique? Pourquoi tu as 2 emplois? Pourquoi tu n'as pas essayé de m'impressionner au dîner? De tout. Emma mordilla sa lèvre inférieure, réfléchissant. Mon service finit dans 1 heure. J'attendrai. Tu vas rester ici à boire du café et me regarder comme un stalker bien habillé si je te laisse faire? Et Marie. D'accord, mais tu devras supporter que je travaille. Et attention, je suis bien plus drôle avec les autres clients qu'avec toi. David s'installa à une petite table dans un coin, et passa l'heure suivante à regarder Emma travailler. Elle n'avait pas menti. Elle était drôle, chaleureuse et naturelle avec tout le monde. Mais David remarqua autre chose. Elle se souciait vraiment des gens. Elle se souvenait des noms, demandait des nouvelles des enfants et des animaux, écoutait les plaintes sur le travail avec une patience sincère. Quand son service se termina enfin, Emma sortit de derrière le comptoir, enlevant son tablier. « D'accord, monsieur Patience, on y va. » Dans la voiture, une BMW discrète que David avait choisie plutôt qu'une limousine. Emma donna des indications pour un quartier que David n'avait jamais visité. Des rues plus étroites, des bâtiments plus anciens, la vie se déroulant sur les trottoirs. Ici, dit-elle quand ils arrivèrent devant un immeuble de 3 étages, David leva les yeux. L'immeuble était vieux, mais bien entretenu. Il y avait des pots de fleurs sur les rebords des fenêtres, des cordes à linge tendues entre les bâtiments, et des sons de vie provenant des fenêtres ouvertes. « Merci pour le trajet, » dit Emma, la main déjà sur la poignée de la porte. Emma appela David avant qu'elle ne parte. « Oui? Puis-je te revoir ?» Emma sourit, et cette fois, il n'y avait pas de taquinerie, juste quelque chose de doux et sincère. « Tu sais où me trouver le week-end. » Elle sortit de la voiture et marcha vers la porte de l'immeuble. David la regarda monter les marches et faire un signe de la main avant de disparaître à l'intérieur. Il resta là quelques minutes, regardant l'immeuble. À travers les fenêtres ouvertes, il pouvait voir de petits aperçus de vie. Une famille en train de dîner, une femme arrosant des plantes, des enfants jouant. C'était simple, réel, complètement différent du monde de verre et d'acier dans lequel David vivait. Et pour la première fois depuis des années, il se demanda s'il n'y avait pas quelque chose de précieux dans cette simplicité. David fixa le téléphone sur son bureau pendant 15 minutes avant de composer enfin le numéro. Il avait obtenu le numéro d'Emma par le café, une conversation désinvolte avec le gérant à propos d'un client qui avait oublié quelque chose le samedi. Le téléphone sonna 3 fois avant qu'elle ne réponde. « Bonjour, Emma. C'est David. On est pause. » Puis, avec ce ton joueur qu'il commençait à associer à elle, « David, PDG milliardaire, m'appelle. Ouah. Je dois être en problème. Qu'est-ce qui se passe? J'ai oublié de payer le café? » David rit sans le vouloir. « En fait, je voulais t'inviter. Liam a une foire scientifique demain soir. On aimerait que tu viennes. » Liam a spécifiquement demandé que je vienne? Eh bien, David hésita, il a demandé si tu viendrais. Et quand j'ai dit que je n'étais pas sûr, il a dit que je devrais te demander. Oh, je vois. Donc c'était l'idée de Liam. C'était aussi la mienne, ajouta rapidement David. J'aimerais que tu viennes. Il y eut un silence à l'autre bout, et David se demanda s'il avait été trop direct. A que lleure? Demanda infinem. Sept heures. Je peux venir te chercher. Pas besoin. Je trouverai comment y aller. Quelle est l'adresse? David lui donna l'adresse de l'académie de Brooklyn, essayant de ne pas laisser transparaître le soulagement dans sa voix. Emma. Oui? Merci d'avoir dit oui. Ne me remercie pas encore. Tu ne sais pas comment je me comporte lors des événements scolaires. Je pourrais être un désastre total. Le lendemain soir, le gymnase de l'académie de Brooklyn avait été transformé en foire scientifique. Des projets colorés remplissaient des tables alignées en rangées soignées, chacun accompagné d'un enfant fier et nerveux, prêt à expliquer des mois de travail acharné. David arriva tôt avec Liam, qui portait soigneusement une boîte contenant son projet, un système complexe de Rubik's Cube modifié qu'il avait développé pour créer des schémas logiques.
Est-ce qu'elle vient vraiment? Demanda Liam pour la 3e fois alors qu'ils installaient leur stand. Elle a dit oui, répondit David, vérifiant sa montre. Bien. Je veux qu'elle voie ce que j'ai fait. David observa son fils disposer chaque partie du projet méticuleusement. Liam montrait rarement de l'anxiété à l'idée d'impressionner quelqu'un. Mais aujourd'hui était différent. Il y avait une énergie pleine d'espoir en lui. David reconnut bien la même énergie qu'il ressentait en présence d'Emma. À 19h15, David repéra Emma traversant le gymnase. Elle portait une jupe bleu marine et un chemisier blanc simple. Mais il y avait quelque chose dans sa manière de bouger, confiante, curieuse, sincèrement intéressée par ce qu'elle voyait, qui la faisait se démarquer. Emma. Liam agita la main avec enthousiasme. Elle s'approcha avec un sourire éclatant et un sac en papier à la main. Liam, tu es tellement élégant, dit-elle, s'accroupissant à sa hauteur. Et ça doit être le projet mystérieux sur lequel tu as travaillé. Liam rayonnait presque de fierté. C'est un système de logique combinatoire utilisant des Rubik's Cube comme interface. Tu veux voir comment ça fonctionne? Vraiment. David observa Emma se pencher sur le projet avec une attention sincère. Ses questions étaient intelligentes et précises. Elle comprenait vraiment ce que Liam avait créé. Donc, tu as développé une manière de programmer des schémas en utilisant des combinaisons de couleurs? Demanda-t-elle, examinant les cubes modifiés. Exactement. Chaque séquence représente une commande différente. C'est comme du code binaire, mais avec 6 variables au lieu de 2. Liam, c'est brillant, dit Emma. Et David pouvait dire qu'elle n'était pas juste polie. Tu as créé un tout nouveau langage de programmation. L'événement se déroula naturellement. Emma se déplaçait dans le gymnase comme si elle y appartenait, discutant avec d'autres enfants de volcans de bicarbonate de soude et de modèles du système solaire. Avec les parents, elle était tout aussi à l'aise, ni intimidée par l'argent évident de certains, ni cherchant à impressionner qui que ce soit. David l'observa interagir avec Elizabeth Thornton, l'épouse d'un sénateur bien connu, et nota comment Emma parvenait à être respectueuse sans être soumise, intéressée sans être fausse. « Votre fils est exceptionnel », dit Elizabeth à David alors qu'Emma s'éloignait pour aider une petite fille avec son projet sur les plantes carnivores. Et Emma est rafraîchissante. David hocha la tête, regardant Emma transformer un projet sur les plantes carnivores en une présentation hilarante qui attira enfants et adultes. Les plantes sont en gros des détectives végétaux, expliqua Emma avec un sérieux théâtral. Elles posent des pièges, attendent patiemment, et puis, surprise, le dîner est servi. La petite fille rit, les adultes sourirent, et le projet devint l'une des attractions les plus populaires de la foire. Alors que la foule commençait à se disperser et que Liam était occupé à expliquer des détails techniques à un groupe d'enseignants impressionnés, David et Emma se retrouvèrent relativement seuls près des gradins du gymnase. « Liam est un vrai succès, » dit Emma, observant ses gestes animés. « Il est né pour ça. Il t'aime, » dit David. « Et ce n'est pas courant. » Emma se tourna pour lui faire face. « Pourquoi parles-tu comme si Liam était difficile à aimer? C'est un gamin incroyable qui voit le monde d'une manière unique. Ça devrait être célébré. » David Heishito. Il y avait quelque chose dans la franchise d'Emma qui lui donnait envie d'être tout aussi honnête. La plupart des gens ne comprennent pas ça. Ils pensent que Liam est un défi, ou ils ont pitié de lui, ou pensent que je suis un héros pour l'élever seul. Emma termina avec ironie. Comment le savais-tu? Parce que j'ai été de l'autre côté de cette équation. David fronça les sourcils, perplexe. Emma resta silencieuse un moment, regardant les lumières douces du gymnase se refléter sur les gradins vides. J'étais étudiante en ingénierie à MIT, dit-elle enfin, sa voix plus douce que d'habitude. 2e année, bourse complète, excellente note. J'avais un stage de recherche en robotique médicale et de grands projets pour révolutionner les prothèses pour enfants. David la fixa, assimilant tout cela. Que s'est-il passé? Ma mère est tombée malade. Alzheimer à début précoce. Emma esquissa un sorrire triste. Mon père est mort quand j'avais 6 ans, donc il n'y avait que nous deux. Au début, c'était de petits oublis, du thé, les noms des voisins, mais ensuite, elle a commencé à se perdre, à laisser la cuisinière allumée, à ne pas me reconnaître certains matins. David sentit son cœur se serrer. J'ai essayé d'équilibrer les études et les soins, mais, Emma secoua la tête. Elle avait besoin d'une attention constante, et je ne pouvais pas me permettre de payer pour de l'aide, alors j'ai tout abandonné. Les études, le stage, le petit ami, les rêves, tout. Pendant combien de temps? 4 ans. Jusqu'à son décès. Emma regarda ses mains. Quand ça s'est terminé, j'avais 26 ans. Pas de diplôme, pas d'expérience professionnelle, rien. 4 ans de retard dans un domaine qui change tous les 6 mois. David regarda Emma comme s'il la voyait pour la première fois, vraiment la voyait. Pas seulement la femme drôle qui le taquinait,
mais quelqu'un qui avait tout abandonné pour sa famille. Tu n'as jamais pensé à reprendre? Tous les jours, dit Emma. Mais reprendre signifiait repartir de zéro, et repartir de zéro signifiait ne pas avoir d'argent pour vivre tout en étudiant. C'est une impasse. Emma. David s'approcha sans y penser. Non. Elle l'interrompit, sentant la pitié dans son ton. Je ne veux pas de ta sympathie. J'ai fait ce que je devais faire. Je ne le regrette pas. Je me demande juste parfois qui je serais si j'avais eu le choix. David la regarda, voyant des couches de force et de vulnérabilité qu'il n'avait pas remarquées auparavant. Tu es extraordinaire, dit-il, les mots lui échappant sans réfléchir. Emma parut surprise. Je ne le suis pas. C'est... Toulas, tu as abandonné tes rêves pour ta mère. Tu vois Liam pour qui il est vraiment. Tu traites les gens comme des gens, pas comme des statuts sociaux. Toulas. David se pencha pour l'embrasser. Emma posa sa main sur son torse, l'arrêtant doucement. David, non. Pourquoi? Emma l'étudia avec des yeux qui semblaient voir à travers les masques. Parce que tu es habitué à ce que les gens acceptent tout ce que tu offres, quand et comme tu l'offres. Sa voix était douce mais ferme. Je ne suis pas comme ça. Si ça doit arriver, ce sera quand nous saurons tous les deux exactement ce que nous faisons. David recula, respectant son espace. Tu as raison. Je le suis généralement, dit Emma avec un petit sourire. Quand ils allèrent chercher Liam, ils le trouvèrent en train de ranger soigneusement son projet, une médaille de première place brillant autour de son cou. Emma, j'ai gagné. Liam courut vers elle, rayonnant. Bien sûr que tu as gagné. Tu es un génie. Dans le parking, Liam s'approcha d'Emma, tenant quelque chose. Je l'ai fait pour toi, dit-il, lui tendant un Rubik's Cube modifié avec une note pliée collée sur un côté. Emma déplia la note et lut à voix haute. Tu es différente. C'est bien. Elle regarda Liam, les yeux brillants. Liam, c'est le cadeau le plus spécial que j'ai jamais reçu. Liam sourit, l'un de ces rares sourires qui illuminaient tout son visage. Quand tu le résoudras, tu comprendras pourquoi tu es importante pour nous. Emma serra Liam rapidement dans ses bras, rangeant le cube comme s'il était précieux. David les observa, sentant quelque chose changer profondément en lui. Pour la première fois, il se demanda si contrôler tout était vraiment aussi important qu'il le pensait. Le lundi suivant la foire scientifique, Emma organisait des livres rendus à la bibliothèque publique de Boston lorsqu'elle entendit une voix familière derrière elle. « Excusez-moi, pourriez-vous m'indiquer où se trouve la section cuisine ?» Emma se tourna lentement, trouvant David debout entre les rayonnages avec une expression essayant de sembler désinvolte mais échouant lamentablement. « Laisse-moi deviner, » dit-elle, posant une main sur sa hanche. « Tu t'es réveillé aujourd'hui avec une envie inexplicable d'apprendre à cuisiner, et par pure coïncidence, tu as choisi la bibliothèque exacte où je travaille en semaine. » David rougit légèrement. « J'ai vraiment besoin d'apprendre à cuisiner. Liam en a marre des plats à emporter. » Ouhou. Emma n'y croyait pas, mais il y avait quelque chose de drôle dans sa tentative maladroite. « Et tu n'as pas pu simplement acheter un livre de cuisine dans une librairie parce que... » « Parce que je voulais te voir. » L'honnêteté désarma complètement Emma. Elle s'attendait à ce qu'il invente plus d'excuses, pas qu'il l'admette si directement. « Eh bien, au moins tu es honnête quand on te coince, » dit-elle, pointant dans une direction. La section cuisine est par là. Les livres pour débutants sont sur l'étagère du bas. David la suivit, mais au lieu de prendre un livre, il se contenta de regarder Emma travailler. Elle organisait, tamponnait, aidait les gens à trouver ce dont ils avaient besoin, tout cela avec une efficacité naturelle qu'il trouvait presque hypnotique. « Tu ne vas pas choisir un livre ?» demanda Emma sans le regarder. « Je pèse mes options. Tu me regardes. Il y a une différence. » David rit doucement. Il y avait quelque chose de libérateur à être interpellé si franchement par quelqu'un qui n'avait pas peur de lui. Le mercredi, David se présenta au café pendant le service d'Emma, utilisant une excuse quelconque à propos d'une réunion dans le quartier. « Quelle réunion ?» demanda Emma, préparant son café avant même qu'il ne commande. « Une réunion importante. » « Avec qui ?»« Avec des gens importants. » Emma arrêta de remuer le café et le regarda. « David, tu es un piètre menteur. »« Je sais, » admit-il, acceptant la défaite. « Je voulais juste te voir à nouveau. Tu aurais pu simplement le dire au lieu d'inventer de fausses réunions. »« Je le dirai la prochaine fois. »« Il y aura une prochaine fois ?» David la regarda un moment. « J'espère bien. » Le vendredi, David se présenta au marché où Emma faisait ses courses. Cette fois, il n'essaya même pas d'inventer une excuse. « Salut !» dit-il simplement. « Salut !» répondit Emma, essayant de cacher un sourire. « Tu suis ma routine maintenant ?»« Peu. Être un peu. C'est un peu du harcèlement, tu sais. »« Je sais. Tu veux que j'arrête ?» Emma réfléchit à la question tout, en choisissant des tomates.
Non, dit-elle enfin. Mais la prochaine fois, viens avant les légumes. Je passe toujours plus de temps à choisir les fruits. À ce moment-là, Liam apparut de derrière une pile de céréales. Emma. Il courut vers elle. Papa a dit que tu étais là. Emma regarda David, haussant un sourcil. Tu as amené des renforts. En fait, dit Liam, ignorant la taquinerie, je voulais t'inviter. Ma classe organise une retraite scolaire ce week-end. C'est au lac Walden, et les parents peuvent venir aussi. Voudrais-tu venir avec nous? Emma cligna des yeux, surprise. Liam, c'est très gentil de ta part, mais c'est un événement familial. Tu es de la famille, dit Liam avec sa franchise habituelle. Pas encore officiellement, mais tu l'es. David retint, sans souffler. Liam, c'est vrai. Insista le garçon. Two lambs, el thème et el même. Ce sont tous les ingrédients nécessaires pour faire une vraie famille. Emma regarda entre le père et le fils, clairement touchée par la logique innocente de Liam. Es-tu sûr de vouloir que je sois là? Je le suis, dit Liam. Et papa aussi, même s'il est trop nerveux pour l'admettre. David soupira. Il n'a pas tort. Emma sourit, un sourire différent, plus doux et plus vulnérable que tous ceux que David avait vus auparavant. D'accord, y viendrai. Le lac Walden en automne ressemblait à une carte postale. Les arbres vêtus de rouge et d'or se reflétaient dans l'eau calme, et l'air avait cette fraîcheur qui donnait envie de respirer plus profondément. La retraite se tenait dans un vieux lodge en bois avec des cabanes dispersées autour de la propriété. Les enfants participaient à des activités pendant la journée tandis que les parents pouvaient se détendre ou rejoindre des ateliers facultatifs. David avait réservé 2 cabanes, une pour lui et Liam, et une autre pour Emma. Mais Liam, avec sa logique affûtée, remit immédiatement le plan en question. Pourquoi 2 cabanes? Emma pourrait rester avec nous. Il y a 2 chambres. Parce que, David chercha une bonne explication pour un garçon de 9 ans, c'est poli. Poli envers qui? Demanda Liam. Tu as dormi sur notre canapé. Quand ta sœur est venue la semaine dernière. Quelle est la différence? Emma rit de la conversation, clairement amusée par l'inconfort de David. Lion a raison, dit-elle. Mais je vais quand même rester dans ma cabane. J'aime avoir mon propre espace. Pendant la journée, ils rejoignirent les activités avec les autres familles. Emma s'intégra naturellement, aidant avec les jeux, participant à la randonnée sur le sentier, et faisant rire les enfants pendant le déjeuner au bord du lac. David l'observa interagir avec tout le monde, enfants, parents, organisateurs, et nota qu'elle avait un don pour mettre les gens à l'aise. Ce n'était pas forcé ni calculé. C'était juste elle. Le soir, après que Liam se fut endormi, épuisé par les activités de la journée, David trouva Emma assise seule près du feu de camp que les organisateurs avaient allumé au centre du camp. La plupart des autres familles étaient déjà rentrées dans leur cabane. « Ça ne te dérange pas si je me joins à toi » demanda-t-elle. Bin Soa. David s'assit sur une des chaises en bois à côté d'elle. Le feu crépitait doucement, envoyant occasionnellement des étincelles dans le ciel étoilé. « Merci d'être venu, dit-il après quelques minutes de silence confortable. Merci de m'avoir invité. Enfin, à Liam de m'avoir invité. C'était aussi mon idée, dit rapidement David. Je ne savais juste pas comment demander. Emma se tourna pour lui faire face. Pourquoi est-il si difficile pour toi de dire ce que tu veux? La question prit David au dépourvu. Il pensa à plusieurs réponses, à propos de la responsabilité, d'être PDG, de s'occuper de Liam, mais elles sonnaient toutes comme des excuses parce qu'il s'arrêta, essayant de trouver les bons mots, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas voulu quelque chose qui ne concernait pas le travail ou prendre soin de Liam, et je ne sais pas comment gérer ça. Gérer quoi exactement? David la regarda. La lumière du feu dansait sur son visage, projetant des ombres douces qui la rendaient encore plus belle. Toi, dit-il enfin. Je ne sais pas comment gérer ce que je ressens pour toi. Emma resta silencieuse un moment. Et que ressens-tu? David ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Il y avait tant de choses qu'il voulait dire, à propos de comment elle faisait sourire Liam, comment elle le traitait comme une personne normale, comment il pensait à elle chaque matin en se réveillant, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Il essaya encore mais s'arrêta. Emma le regarda lutter pendant quelques secondes, puis se leva. David pensa qu'elle partait, mais au lieu de cela, elle s'approcha et s'agenouilla à côté de sa chaise. « Tu penses trop, » dit-elle doucement. Et puis elle l'embrassa. Ce n'était pas un baiser dramatique ou passionné comme dans les films. C'était calme, intentionnel, doux, comme si elle disait tout ce qu'il ne pouvait pas mettre en mots. Quand ils se séparèrent, David la regarda avec surprise et quelque chose comme du soulagement. « J'ai pensé que tu avais besoin d'un petit coup de pouce, » dit Emma avec un petit sourire. David commença à rire, pas un rire poli et contrôlé,
mais quelque chose de réel et de libérateur, venant d'un endroit qu'il avait oublié exister. Depuis combien de temps planifiais-tu ça? Demanda Théil. Depuis que tu es apparu à la bibliothèque en prétendant vouloir apprendre à cuisiner. Je veux vraiment apprendre à cuisiner. Je sais. C'est une des choses que j'aime chez toi. David sourit, sentant comme si un poids qu'il portait depuis des années s'était soudain levé. Emma. Ouais? Merci pour le coup de pouce. Elle embrassa légèrement son front, puis se rassit sur sa chaise. Quand tu veux. Ils restèrent là jusqu'à ce que le feu se réduise à des braises, parlant de tout et de rien. Et David réalisa que, pour la première fois depuis longtemps, il ne pensait pas à l'avenir ni ne s'inquiétait du passé. Il était juste présent, là avec elle, et c'était plus que suffisant. Le lundi après leur week-end au lac Walden, David était déterminé à faire d'Emma une partie plus officielle de sa vie. Ce baiser près du feu avait changé quelque chose de profond entre eux, et il voulait qu'elle voie son monde au-delà des rencontres fortuites dans les cafés et les bibliothèques. La première étape fut un événement caritatif au Four Seasons. David avait acheté une table pour 10 et invita Emma à se joindre à lui. C'est un dîner pour collecter des fonds pour l'éducation spéciale, expliqua-t-il au téléphone. J'ai pensé que la cause te plairait. Mohishita. David, ce genre d'événement, ce n'est vraiment pas mon truc. Ce sera amusant, insista Théil. Et toi Imeras les gens. Ils sont tous impliqués dans des causes importantes. Le samedi soir, quand David arriva pour la chercher, Emma portait une robe noire simple qu'elle avait achetée pour l'occasion. Elle était magnifique, mais David remarqua quelque chose de différent dans sa manière de bouger. Elle semblait moins détendue, plus consciente d'elle-même. Tu es magnifique, dit-il, lui offrant son bras. Merci, et merci pour les chaussures, dit-elle, faisant référence aux escarpins noirs que David lui avait envoyés avec une note disant que c'était un cadeau, pas un prêt. La salle de bal du Four Seasons était exactement ce qu'Emma avait craint, grandiose, formelle, et pleine de gens qui semblaient être nés en smoking et robe de soirée. Les invités déambulaient avec des flûtes de champagne, parlant doucement d'investissement, de maisons d'été à Martha's Vineyard, et d'événements sociaux encore plus exclusifs. David saluait des connaissances, présentant Emma comme une amie spéciale. Elle souriait, serrait des mains et essayait de participer aux conversations, mais David pouvait sentir sa tension grandir à chaque interaction. Emma travaille à la bibliothèque publique, disait David, essayant de l'inclure. Comme c'est intéressant, venait la réponse habituelle dans un ton qui signifiait le contraire. Ça doit être gratifiant de travailler avec des livres. Les conversations suivaient des schémas prévisibles. Travailler dans des bibliothèques était considéré comme noble, mais bientôt le sujet dérivait vers des choses qu'Emma ne pouvait pas suivre. Les fonds d'investissement, les politiques internes des entreprises, les potins sur des gens qu'elle ne connaissait pas. Pendant le dîner, Emma se retrouva assise entre Patricia Langston, associée principale du cabinet d'avocats représentant Griffin Enterprises, et Michael Bennett, propriétaire d'une chaîne d'hôtels de luxe. Alors, Emma, dit Patricia en coupant délicatement son saumon grillé, comment vous et David vous êtes-vous rencontrés? Un rendez-vous à l'aveugle, répondit honnêtement Emma. Organisé par sa sœur. Comme c'est romantique, dit Patricia avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Et où travaillez-vous encore? À la bibliothèque publique de Boston, et je travaille dans un café le week-end. 2 emplois, commenta Michael. Ça doit être difficile. Il y avait quelque chose dans son ton qui faisait qu'Emma se sentait comme un spécimen sous un microscope. Elle réalisa que les gens n'étaient pas vraiment intéressés par ses réponses. Ils la catégorisaient, la jugeaient, déterminaient où elle se situait dans leur hiérarchie sociale. David essayait de l'inclure, orientant la conversation vers des sujets où Emma pouvait contribuer, mais c'était comme essayer de forcer une pièce de puzzle au mauvais endroit. Ça ne collait pas. Emma connaît beaucoup de choses en ingénierie, dit David à un moment où la conversation tourna vers la technologie. Comme c'est intéressant, dit Patricia. Avez-vous étudié l'ingénierie? J'ai commencé à MIT, mais je n'ai pas terminé, répondit Emma. Oh! L'intérêt de Patricia disparut instantanément. Yeah voice. C'est pendant le dessert qu'Emma entendit le commentaire qui changea tout. Elle s'était levée pour aller aux toilettes et passa près de la table où Patricia parlait avec 2 autres femmes. Elle n'avait pas l'intention d'écouter, mais le nom de David attira son attention. David a toujours eu un faible pour les projets caritatifs, disait Patricia. D'abord cette école pour enfants à besoins spéciaux, maintenant il se présente avec une bibliothécaire. Au moins, cette fois, il ne mélange pas sa vie personnelle avec la philanthropie de manière aussi évidente. Elle semble gentille, dit l'une des autres femmes. Oh, je suis sûr qu'elle l'est. Le ton de Patricia était condescendant. C'est juste que... Eh bien, David doit penser à ce qui est le mieux pour Liam aussi. Cet enfant a besoin de stabilité,
pas d'expérience sociale. Emma eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Expérience sociale, projet caritatif, les mots résonnaient dans son esprit alors qu'elle retournait à la table. Quand David lui demanda si elle allait bien, Emma marmonna quelque chose à propos d'un mal de tête. Quand il proposa de partir plus tôt, elle secoua la tête et dit qu'il devait rester. Après tout, c'était important pour lui d'être là. Mais quand le dessert fut servi, Emma se leva. « Je dois partir », dit-elle doucement à David maintenant. « Mais nous n'avons même pas. »« Je dois partir », dit-elle, prenant son sac. « Reste. C'est important pour toi. » David se leva, confus. « Emma, que s'est-il passé ? » « Rien. J'ai juste besoin de rentrer chez moi. » Et elle sortit, laissant David debout au milieu de la salle de bal, ne comprenant pas ce qui venait de se passer. Dans les jours qui suivirent, Emma ne répondit pas aux appels de David. Quand il passa au café le samedi, le gérant lui dit qu'elle avait changé ses horaires. À la bibliothèque, la réceptionniste dit qu'Emma était occupée par un projet spécial et ne pouvait pas recevoir de visiteurs. David se sentit perdu. La retraite au lac avait été parfaite, naturelle, spontanée, réelle. Mais dès qu'il avait essayé d'inclure Emma dans son monde officiel, tout s'était effondré. Liam remarqua tout de suite que l'humeur de son père avait changé. « Où est Emma » demanda Théi mercredi pendant le dîner. « Elle est occupée » dit David, remuant distraitement sa nourriture. « Vous vous êtes disputés » ? « Pas exactement. » Liam lui lança ce regard perçant et observateur. « As-tu fait quelque chose de stupide ?»« Peut être, » admit David. « Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais apparemment j'ai fait quelque chose. Lui as-tu demandé ? » Elle ne veut pas me parler. Liam réfléchit un moment. Alors peut être que tu dois essayer plus fort. Le jeudi soir, David était dans la cuisine, regardant un menu de livraison, quand il eut une soudaine réalisation. Au lieu de commander des sushis coûteux, il sortit, acheta une pizza ordinaire dans un endroit local et conduisit jusqu'à l'appartement d'Emma. Il monta les 3 étages avec la boîte de pizza à la main, se sentant plus nerveux qu'il ne l'avait jamais été avant une réunion d'affaires. Il frappa à la porte. Des pas de l'autre côté, une pause, puis la voix d'Emma. « Qui est-ce » ? « C'est moi, David. » Silence. Puis le bruit de la serrure qui tourne. Emma ouvrit la porte, portant un vieux sweatshirt et un pantalon de pyjama. Ses cheveux étaient relevés en un chignon désordonné. Elle était pieds nus et semblait avoir pleuré, bien que David n'en soit pas sûr. « Salut, dit-il. »« Salut. » Ils se regardèrent un moment. « As-tu apporté de la pizza ou juste toi-même » demanda enfin Emma. « Les deux, » répondit David, « mais un seul en vaut la peine. » Malgré tout, Emma esquissa presque un sourire. « C'est au pepperoni » avec une croûte farcie. Emma soupira et ouvrit la porte plus grand. « Entre, mais seulement parce que j'ai faim et qu'il n'y a rien à manger à la maison. » David entra dans le petit appartement d'Emma pour la première fois. C'était exactement comme il l'avait imaginé. Petit mais chaleureux, rempli de livres, de plantes et d'objets qui avaient clairement des histoires et du sens derrière eux. « Emma, » dit-il, posant la pizza sur la table basse. « Qu'ai-je fait au dîner ? Je veux dire, qu'ai-je fait de mal ?» Emma s'assit sur le canapé, serrant ses jambes contre elle. « Tu n'as rien fait de mal, » dit-elle, mais sa voix semblait fatiguée. « C'est ça, le problème. » David s'assit à l'autre bout du canapé, gardant une certaine distance. « Je ne comprends pas, Emma. » Emma le regarda droit dans les yeux. « J'ai entendu Patricia Langston qualifier notre relation de projet caritatif. Elle a dit que tu avais l'habitude des... Comment a-t-elle dit ? Des expériences sociales. » David sentit la colère monter dans sa poitrine. « Elle a dit ça ? Elle l'a fait. Et tu sais ce qui est pire ? » Emma laissa échapper un rire sans humour. Pendant une seconde, je me suis demandé si elle avait raison. Si j'étais juste un autre de tes cas de charité. « Emma, tu sais que ce n'est pas vrai. »« Vraiment ? » demanda TL, le fixant. « Parce que de mon point de vue, on dirait que tu essaies de me faire entrer dans un monde auquel je n'appartiens pas. Et tout le monde dans ce monde a clairement fait comprendre qu'ils étaient d'accord avec moi. » David se rapprocha un peu sur le canapé. « Je me fiche de ce qu'ils pensent. »« Mais tu devrais, » dit doucement Emma. « Parce que c'est ton monde, David. C'est là que tu vis, où tu travailles, où tu élèves Liam. Et si je ne m'y intègre pas ?» Elle ne termina pas sa phrase, mais elle n'avait pas à le faire. David comprit exactement ce qu'elle disait, et pour la première fois, il se demanda s'il n'y avait pas quelque chose de profondément erroné dans un monde où quelqu'un comme Emma n'était pas le bienvenu. David et Emma restèrent assis en silence sur son canapé pendant plusieurs minutes, la pizza refroidissant sur la table entre eux. Le petit appartement semblait encore plus petit sous le poids de la conversation qui flottait dans l'air. « Emma » dit finalement David, sa voix plus basse que d'habitude.
puis-je te dire quelque chose? Quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. Emma l'observa attentivement, remarquant le changement dans son ton. Il y avait une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Pinzoa. David se pencha en avant, posant ses coudes sur ses genoux et regardant ses mains. Quand Liam avait 4 ans, Laura, ma femme, a eu un accident de voiture. Il s'arrêta, comme s'il avait besoin de rassembler ses forces pour continuer. Elle revenait du cabinet du neurologue où elle emmenait Liam pour ses séances de thérapie. Emma ne dit rien. Elle attendit simplement. C'était un mardi de mars. J'étais en réunion, une grosse fusion sur laquelle je travaillais depuis des mois. David secoua la tête. Laura m'a appelé ce matin-là et m'a dit que Liam avait eu une crise de panique à l'école, et qu'elle devait aller le chercher. Elle voulait que je vienne avec elle chez le médecin. David s'arrêta à nouveau, et Emma pouvait voir ses mains trembler légèrement. Je lui ai dit que je ne pouvais pas, que la réunion était trop importante, qu'il y avait trop d'argent en jeu. Je lui ai dit qu'elle pouvait gérer seule, comme elle le faisait toujours. Sa voix devint plus rauque. Laura a dit que Liam me réclamait, qu'il avait besoin de moi là, bas. Et moi, je lui ai dit que Liam irait bien, qu'il ne remarquerait même pas que je n'étais pas là. Emma sentit son cœur se serrer mais resta silencieuse. Laura raccroché. On ne s'est pas disputé. Elle a juste raccroché. David leva les yeux vers Emma. 3 heures plus tard, j'ai reçu un appel de l'hôpital. Sa voiture avait dérapé sur une courbe mouillée. L'impact a été instantané. David? Mais ce n'est pas tout. Il continua, comme s'il devait tout dire d'un coup où il ne pourrait pas finir. Quand je suis arrivé à l'hôpital, Liam était encore sur la banquette arrière. Il allait bien physiquement, mais... David déglutit difficilement. Il est resté dans cette voiture avec le corps de Laura à l'avant pendant 6 heures. 6 heures jusqu'à ce que quelqu'un les trouve. Emma porta sa main à sa bouche, horrifiée. Liam n'a pas parlé pendant 2 mois après ça. Il ne mangeait pas, dormait à peine, ne répondait à rien. Le médecin a dit que c'était un traumatisme. David regarda Emma droit dans les yeux. Et je savais que c'était ma faute. Si j'étais allé avec eux, si j'avais été dans la voiture, peut-être. David, non, interrompit doucement Emma. Tu ne peux pas savoir ça. Mais je le sais, dit-il fermement. Parce que Laura conduisait toujours plus lentement quand j'étais dans la voiture. Elle disait que je la rendais nerveuse quand elle allait trop vite. Si j'avais été là, elle aurait conduit plus lentement, aurait arrêté au premier signe de route mouillée, sa voix se brisa. Emma se rapprocha un peu sur le canapé mais ne le toucha pas encore. Qu'a dit Liam quand il a recommencé à parler? David esquissa un sourire triste. La première chose qu'il a demandé, c'était « Où est maman ?» Et quand je lui ai expliqué qu'elle était partie et ne reviendrait pas, il a dit « Pourquoi n'es-tu pas allé avec elle ?» David ferma les yeux. Je ne savais pas quoi dire. Et tu as porté cette culpabilité depuis. Chaque jour. David, regarde enfin Emma. J'ai fermé la porte après ça. J'ai arrêté de me soucier de quoi que ce soit qui n'était pas le travail ou Liam. J'ai arrêté de faire confiance à mon jugement sur les relations, sur ce qui compte vraiment, parce que clairement, j'ai échoué quand ça comptait le plus. Emma resta silencieuse un long moment, assimilant tout cela. C'est pour ça que tu as peur, dit-elle enfin. Ce n'est pas la peur d'aimer à nouveau. C'est la peur d'échouer à nouveau. David hocha la tête. Et quand je t'ai rencontré, hésita-t-il, pour la première fois en 5 ans, j'ai voulu quelque chose de plus que le travail et la responsabilité. Je te voulais. Je voulais que tu fasses partie de nos vies. Mais tu ne sais pas comment faire ça sans risquer de blesser les gens que tu aimes. Exactement. David se tourna pour lui faire face complètement. Et ce soir, quand j'ai vu comment tu te sentais à ce dîner, comment ils t'ont fait sentir, j'ai réalisé que peut-être j'échoue déjà à nouveau. Peut-être que j'essaie de te pousser dans un monde qui va juste te blesser. Emma l'étudia longuement. Quand elle parla enfin, sa voix était douce mais ferme. David, écoute-moi. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour réparer ça. Elle fit un geste vague, faisant référence au fardeau qu'il portait. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te faire oublier Laura, ou effacer ta culpabilité. David fronça les sourcils, perplexe. Et de quoi ai-je besoin? Tu as besoin de quelqu'un qui est prêt à rester pendant que tu apprends à vivre avec. Emma se rapprocha et toucha enfin sa main. Tu as besoin de quelqu'un qui comprend que tu vas avoir des mauvais jours, mais que parfois tu feras des choix par peur plutôt que par raison. Quelqu'un qui sait que tu n'es pas parfait mais qui voit que tu essaies. David la regarda comme s'il voyait quelque chose d'impossible. Et toi? Tu serais cette personne? Emma sourit, et pour la première fois depuis ce dîner désastreux, c'était un vrai sourire. David, j'ai abandonné une carrière à Amity pour m'occuper de ma mère pendant 4 ans. Je sais ce que c'est de porter un poids. Je sais ce que c'est de faire des sacrifices que les autres ne comprennent pas. Elle serra sa main.
Je ne suis pas là pour te réparer. Je suis là parce que, même avec tout ton bagage, même avec toutes tes peurs, tu me donnes envie d'essayer. David sentit quelque chose se relâcher dans sa poitrine, une tension qu'il portait depuis si longtemps qu'il avait oublié ce que c'était de respirer sans elle. Emma, à propos de ce monde plein de Patricia Langston. Emma haussa les épaules, ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Je n'ai pas besoin de leur approbation pour savoir ce que je ressens pour toi et Liam. David la serra dans ses bras, enfouissant son visage dans ses cheveux. Je ne sais pas comment faire ça correctement, murmura-t-il. Personne ne sait, répondit Emma, le serrant en retour. On le découvre au fur et à mesure. Ils restèrent ainsi pendant plusieurs minutes, s'accrochant l'un à l'autre. Et pour la première fois en 5 ans, David s'autorisa à croire que il était possible d'aimer à nouveau sans tout perdre. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Liam était rentré 10 minutes plus tôt et se tenait à la porte de l'appartement, écoutant à travers le bois fin. Il n'avait pas l'intention d'écouter, mais il était monté en voyant la voiture de son père garée devant l'immeuble d'Emma. Liam redescendit les marches en silence et s'assit sur le perron, essayant de traiter ce qu'il venait d'entendre. Pour la première fois, il comprit pourquoi son père semblait toujours porter quelque chose de lourd, pourquoi David le regardait parfois avec cette expression triste qu'il prétendait ne pas remarquer, mais Liam avait aussi entendu autre chose. Emma disant qu'elle resterait, Emma disant qu'elle n'avait besoin de l'approbation de personne pour se soucier d'eux. Le lendemain matin, David trouva Liam dans la cuisine, travaillant dur sur quelque chose à l'îlot. « Bonjour, champion. Sur quoi travailles-tu » Liam leva les yeux, et David remarqua une lueur de détermination dans son regard, quelque chose de rare, même pour Liam. « Je fais quelque chose pour toi. » David s'approcha et vit que Liam modifiait un Rubik's Cube, ajoutant de minuscules points de peinture phosphorescente sur les faces internes. « C'est spécial, » expliqua Liam, continuant son travail minutieux. « Quand tu le résous et l'ouvres, il brillera dans le noir, et il y a quelque chose d'écrit à l'intérieur. Qu'est-ce que ça dit » Liam termina d'appliquer la peinture et referma doucement le cube. « Tu dois le résoudre pour le découvrir. » David prit le cube, remarquant tout de suite que Liam avait ajusté la résistance des pièces, il tournait plus facilement, plus doucement. Il lui fallut 15 minutes pour le résoudre. Et quand le dernier côté s'enclencha, le cube s'ouvrit comme une petite boîte. À l'intérieur, écrit en petites lettres soignées qui scintillaient doucement dans la lumière du matin, il y avait Emma. David regarda Liam, qui l'observait attentivement. « Liam, je vous ai entendu parler hier, » dit simplement Liam. « Je ne voulais pas, mais je l'ai fait. » David sentit son estomac se nouer. « Fiston, à propos de ce que tu as entendu. Ce n'est pas ta faute, » coupa Liam avec la logique claire et directe qui lui était si typique. « Maman est morte à cause de la pluie et de la courbe, pas à cause de toi. » David sentit ses yeux brûler. « Liam. Et Emma est différente, » continua Liam. « Elle ne prétend pas que je suis normal, mais elle ne prétend pas non plus que je suis cassé. Elle m'accepte, c'est tout. » Liam s'approcha et toucha le cube dans la main de son père. « Ne la perds pas. Papa. Les gens comme Emma sont rares. » David baissa les yeux sur le cube doucement lumineux dans ses mains, puis sur son fils, si jeune mais si sage. « Tu as raison, » dit-il enfin, « surtout. » Liam sourit, l'un de ces rares sourires qui illuminaient tout son visage. « Je le suis toujours. C'est prouvé statistiquement. » Et pour la première fois depuis la mort de Laura, David rit à propos de quelque chose du passé sans se sentir coupable. Peut-être, enfin, était-il temps d'arrêter de porter tout le poids seul. 2 semaines après cette conversation dans l'appartement d'Emma, David fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait en 42 ans, il poussa un chariot de course. « Es-tu sûr de savoir ce que tu fais » demanda Emma, regardant David étudier une liste manuscrite comme s'il s'agissait d'un rapport financier complexe. « J'ai un MBA de Harvard, » dit David, fronçant les sourcils devant l'écriture de Liam. « Je pense que je peux déchiffrer une liste de courses. » « Ouh. Et ce mot, qu'est-ce qu'il dit ? Celui que tu fixes depuis 5 minutes ?» David inclina le papier sur le côté. « Les. Ou peut être Luc. » L'écriture de Liam est un peu. Et Marie et se pencha pour regarder. Définitivement du lait. Et là, dessous, ça dit pas ovnis. J'allais dire mentit David, sans vergogne. Ils étaient au Whole Foods à Cambridge un samedi matin, entourés de familles faisant leurs courses hebdomadaires, de jeunes couples choisissant des ingrédients pour des dîners romantiques, et de retraités débattant des marques de céréales. David se sentait complètement hors de son élément, mais d'une étrange manière, cela semblait libérateur. « D'accord, article suivant, » dit Emma, prenant la liste. « Ingrédients pour une lasagne qui n'est pas surgelée. » Elle le regarda. « Liam est très précis.
Il a dit qu'il voulait m'apprendre à cuisiner quelque chose qui ne vient pas d'une boîte prête pour le micro-ondes. Malin, ce gamin. Ils passèrent 40 minutes dans le magasin, avec Emma expliquant la différence entre la ricotta et le cottage, aidant David à choisir des tomates juste parfaites, et lui apprenant à vérifier si les œufs étaient fêlés. « Tu n'as jamais fait de vraies courses avant, n'est-ce pas ?» demanda Emma pendant que David examinait une tête de laitue comme s'il s'agissait d'un document juridique. « J'ai une gouvernante qui s'occupe habituellement de ça, admit-il. Ou plutôt, j'avais. Je l'ai licenciée la semaine dernière. » Emma s'arrêta de marcher. « Tu as licencié ta gouvernante ?» Liam a dit qu'il voulait apprendre à cuisiner avec moi, et j'ai pensé que, si nous allions être une vraie famille, il était être temps de commencer à agir comme tel. Le mot famille resta suspendu dans l'air entre eux. C'était la première fois que David l'utilisait si directement, si intentionnellement. « David, je sais qu'il est trop tôt pour parler de ça, » dit-il rapidement. « Mais je veux que tu saches que ce n'est pas temporaire pour moi. » « Tu n'es pas temporaire. » Emma sourit et toucha légèrement son bras. « Ce n'est pas temporaire pour moi non plus. » Le mercredi suivant, David se présenta à l'école de Liam pour une réunion parents-professeurs, quelque chose qu'il déléguait habituellement à son assistante ou qu'il sautait complètement. L'enseignante, Madame Peterson, sembla sincèrement surprise de le voir. « Monsieur Griffin, quelle belle surprise. Je ne m'attendais pas. »« Désolé d'avoir manqué les autres réunions, » dit David. « Je veux être plus impliqué dans l'éducation de Liam. » Pendant la réunion, David apprit des choses sur son fils qu'il ignorait. Liam avait lancé un programme de tutorat pour les enfants plus jeunes en difficulté avec les mathématiques. Il avait écrit un court guide intitulé « Comment comprendre les gens qui pensent différemment pour ses camarades de classe ?» et il avait demandé à faire un projet final sur les familles non traditionnelles. « Liam est un enfant remarquable, » dit Madame Peterson. « Mais puis-je demander, il mentionne beaucoup quelqu'un nommé Emma ces derniers temps. Il dit qu'elle lui apprend sur les schémas de comportement émotionnel. » David Sorrit. Emma est une personne très importante dans nos vies maintenant. Je suis ravi de l'entendre. Liam semble plus ouvert ces derniers temps, moins anxieux. Il est évident que quelque chose de positif se passe à la maison. Le samedi, David essaya de préparer la lasagne promise. Emma avait accepté de superviser le processus, ce qui signifiait en gros qu'elle était assise sur le comptoir de la cuisine, faisant des commentaires légers pendant que David faisait tout le travail. « D'accord, étape suivante, » dit David, lisant la recette que Liam avait imprimée depuis Internet. « Faire revenir l'oignon jusqu'à ce qu'il soit translucide. » Qu'est-ce que ça veut même dire? Les oignons ne se transforment pas en verre. Ça veut dire mou et doré, expliqua Emma, balançant ses jambes depuis le comptoir. Tu le sauras quand tu le verras. C'est trop vague pour quelqu'un habitué à travailler avec des tableurs. Bienvenue dans la cuisine, où tout ne peut pas être mesuré en pourcentage. Liam observait depuis un tabouret à proximité, offrant occasionnellement des commentaires techniques comme « La poêle devrait être à environ 175 degrés Celsius, et tu remues à une fréquence sous-optimale. » La lasagne sortit légèrement brûlée sur les bords, et la sauce était un peu trop salée, mais quand ils s'assirent pour manger, David ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, de la fierté pour quelque chose qu'il avait fait de ses propres mains. « C'est bon, » dit Liam diplomatiquement. « C'est génial, » corrigea Emma, pour une première tentative. « Vous mentez tous les deux, » dit David, mais il souriait. « C'est vrai, » admet Emma. « Mais c'est un mensonge gentil, et la prochaine sera meilleure. »« La prochaine ? » Bien sûr. Maintenant, tu es un homme qui cuisine. On ne revient pas en arrière. Le jeudi suivant, David était au bureau quand Liam appela avec une urgence inhabituelle dans la voix. « Papa, j'ai besoin que tu rentres à la maison maintenant. »« Liam. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas bien? » « Je vais bien. Juste, il faut que tu viennes et que tu amènes Emma. Dis-lui de venir aussi. »« Fiston, j'ai une réunion. »« Papa », la voix de Liam devint plus sérieuse, « Combien de réunions as-tu eu dans ta vie? Combien de surprises ai-je déjà planifiées? » David marqua une pause. Liam avait raison. En 9 ans, le garçon n'avait jamais demandé quelque chose comme ça. « Tu as raison. J'arrive. » David appela Emma, qui travaillait à la bibliothèque. « Liam veut qu'on rentre tous les deux à la maison maintenant. Il dit que c'est urgent. Il va bien? » On dirait. Il est juste mystérieux. Quand ils arrivèrent à l'appartement, ils trouvèrent Liam portant un tablier, ou avait-il même trouvé un tablier, et la table à manger dressée avec des assiettes, des verres et des serviettes soigneusement pliées. « Surprise, » dit Liam fièrement. David regarda autour de lui. La table était dressée pour 3. Il y avait des bougies, fausses, pour la sécurité, au centre, et une musique instrumentale douce jouée en fond. « Liam, c'est incroyable, mais qu'est-ce qu'il y a pour le dîner ?» Liam pointa fièrement le comptoir de la cuisine,
où 3 pizzas surgelées sortaient tout juste du four. Pizza 3 saveurs. Et j'ai fait le dessert. Le dessert était des biscuits achetés en magasin, mais Liam les avait joliment disposés sur une assiette et avait écrit bienvenue dans la famille avec du glaçage sur des serviettes en papier. Liam. Emma posa sa main sur son cœur. Vous cuisinez toujours ensemble. Vous faites toujours des choses ensemble. Je voulais faire quelque chose pour vous. Liam Heishita. Et je voulais que vous sachiez que j'aime la manière dont notre famille se forme. David sentit une boule dans sa gorge. Fiston, je sais que maman n'est plus là, continua Liam avec son ton honnête habituel. Et je sais qu'Emma n'essaie pas de la remplacer, mais c'est agréable d'avoir quelqu'un qui comprend nos blagues et qui ne devient pas gêné quand j'explique trop. Emma s'agenouilla pour être à la hauteur de Liam. Liam, merci. C'est le dîner le plus spécial que j'ai jamais eu. Ils mangèrent de la pizza et des biscuits, parlèrent du projet scientifique de Liam, et rirent quand Emma essaya d'apprendre à David comment plier correctement les serviettes. Après le dîner, ils passèrent au salon. David mit un film que Liam avait choisi, une comédie sur le thème de la science qui était plus éducative que drôle, mais tout le monde fit semblant de l'adorer. Emma, dit David quand Liam alla aux toilettes, voudrais-tu rester pour la nuit? Emma le regarda. David, es-tu sûr? Je le suis. Pas comme une invitée, comme une famille. Emma sourit. Oui, j'aimerais rester. Quand Liam revint, il trouva David et Emma partageant le canapé avec un espace clair réservé pour lui au milieu. Sans hésiter, il se blottit entre eux et tira une couverture sur eux trois. Ce film est statistiquement inexact, marmonna Liam, se blottissant contre David. C'est pourquoi c'est de la fiction, répondit Emma, caressant doucement les cheveux du garçon. Puis-je poser une question? Dit Liam d'une voix ensommeillée. Bien sûr, dit David. Est-ce qu'Emma va rester définitivement maintenant? David et Emma se regardèrent par-dessus la tête de Liam. Si elle le veut, dit David doucement. Je le veux, répondit Emma. Liam laissa échapper un soupir satisfait. Eh bien, j'ai déjà calculé où nous mettrons ses affaires dans les placards, et ce serait un gâchis de planification logistique si elle partait maintenant. David et Emma rirent doucement, et lentement, tous les trois s'endormirent sur le canapé sous la couverture, avec le film qui continuait à jouer à la télévision. Pour la première fois en 5 ans, David s'endormit sans vérifier ses emails ou penser au travail du lendemain. Pour la première fois de sa vie adulte, Emma s'endormit en se sentant complètement chez elle. Et Liam s'endormit en sachant que sa famille était enfin complète d'une manière qui avait du sens pour lui. Ce n'était pas la famille dans laquelle il était né, mais c'était la famille qu'ils avaient choisi de construire ensemble. Et ça, pensa Liam, juste avant de s'endormir complètement, était statistiquement bien meilleur. La lettre arriva un mardi matin, 3 semaines après le dîner surprise de Liam. Emma prenait un café dans la cuisine de l'appartement de David, une routine qui était devenue habituelle, quand elle vit son nom sur l'enveloppe épaisse que le portier avait laissée sur la table. Mythe? Demanda David, remarquant l'entête en passant pour prendre sa mallette. Emma ouvrit l'enveloppe avec des doigts tremblants. Elle lut en silence, ses yeux parcourant les lignes avec une expression qui changeait à chaque paragraphe. Qu'est-ce que c'est? Demanda Liam, finissant ses céréales tout en révisant un projet de mathématiques. Emma plia la lettre lentement. C'est une offre d'emploi. David arrêta de chercher ses clés de voiture. Quel genre d'offre? Biotech Solutions, une entreprise de robotique médicale à San Francisco, propose un programme de réintégration pour les ingénieurs qui ont quitté le domaine. Emma regarda à nouveau la lettre, comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle lisait. Ils offrent 6 mois de formation intensive, un salaire pendant le programme, et ensuite un poste permanent pour développer des prothèses pour enfants. La cuisine devint silencieuse. San Francisco, répéta David, sa voix soigneusement neutre. C'est exactement ce que j'ai toujours voulu faire, dit Emma, presque dans un murmure. La robotique médicale pour les enfants. C'est littéralement mon rêve. Liam arrêta de manger et regarda entre les deux adultes, son expression soudainement prudente. Vas-tu l'accepter? Demanda David. Mohishita. Je ne sais pas. J'ai besoin d'y réfléchir. David hocha la tête de manière rigide. Bien sûr, c'est une grosse décision. Mais Emma pouvait voir la tension dans ses épaules, la manière dont il évitait de la regarder directement. David, je dois aller au bureau, dit-il, prenant sa mallette. Liam, est-ce qu'Emma t'emmène à l'école aujourd'hui, papa? Commença Liam. Je vous verrai ce soir, interrompit rapidement David, embrassant le front de Liam et sortant sans regarder Emma. Pendant les 3 jours suivants, la lettre resta sur la table de la cuisine comme une bombe non explosée. David se plongea dans le travail, partant tôt et rentrant tard. Emma essaya de lui parler plusieurs fois, mais il changeait de sujet ou trouvait des excuses pour quitter la pièce.
Liam observait tout cela avec une anxiété croissante qui commençait à se manifester physiquement. Il recommença à faire tourner son Rubik's Cube de manière obsessionnelle et à énumérer les nombres premiers à voix haute chaque fois qu'il était nerveux. Le vendredi soir, Emma confronta enfin David quand il rentra à 22h. « Il faut qu'on parle, dit-elle, bloquant l'entrée de la cuisine. « De quoi ?» demanda David, essayant de passer devant elle. « De comment tu m'as évité pendant 3 jours. »« Je n'évite personne. J'ai juste été occupé. »« David. » Emma croisa les bras. « On a promis d'être honnêtes l'un envers l'autre. » David s'arrêta et la regarda enfin. Il y avait quelque chose de sauvage dans ses yeux, quelque chose qu'Emma reconnut comme une panique à peine dissimulée. « D'accord, tu veux de l'honnêteté, dit-il. J'ai peur. On vient de t'offrir la chance de tes rêves, et je sais que je devrais être heureux pour toi, mais tout ce à quoi je pense, c'est que tu vas partir, Emma. Et être que c'est mieux ainsi, continua-t-il, les mots se déversant. Être qu'on se berce d'illusions. Tu viens juste de commencer à changer ta vie, et je viens juste de commencer à me retrouver après avoir été perdu si longtemps. Être qu'on est à des endroits trop différents pour que ça marche. Emma le fixa, choquée. Crois-tu vraiment ça? Je ne sais pas ce que je crois, admit David. Je sais juste que je ne peux pas revivre ça. Je ne peux pas me permettre d'avoir besoin de quelqu'un et ensuite de le perdre. Donc, tu abandonnes? Demanda Emma, sa voix montant. Avant même qu'on sache si je dois partir, tu abandonnes déjà. Je n'abandonne pas. Je suis réaliste. Non, tu es lâche. Liam apparut à la porte de la cuisine en pyjama, le Rubik's Cube tournant rapidement dans ses mains. Arrêtez, dit-il, la voix tendue. S'il vous plaît, arrêtez de crier. David et Emma se tournèrent vers lui, instantanément honteux. Liam. Fiston. Mais Liam avait commencé à se balancer légèrement, signe que son anxiété montait dangereusement. Vous allez vous séparer, dit-il, sa voix devenant plus aiguë. Emma va partir, et tu vas être triste à nouveau, et tout va revenir comme avant. Et moi? Liam arrêta de parler mais continua de se balancer. Le cube tournait si vite qu'il faisait du bruit. Liam, dit doucement Emma, se rapprochant. Respire avec moi, d'accord? Respirons ensemble. Mais Liam glissait vers une crise d'anxiété complète. David s'agenouilla à côté de lui. Fiston, tout va bien. On est là. Ce n'est pas bien, explosa enfin Liam. Vous vous disputez pour une lettre. Une lettre. Et maintenant Emma va partir parce que tu as peur. Et je vais la perdre. Et je vais te perdre aussi, parce que tu vas redevenir triste et distant comme quand maman est morte. Les mots de Liam tranchèrent l'air comme des couteaux. David et Emma se regardèrent par-dessus la tête du garçon, voyant clairement tous les deux comment leur dispute affectait l'enfant qu'ils aimaient tous les deux. Liam, dit doucement Emma, s'asseyant par terre à côté de lui. Regarde-moi. On va régler ça, d'accord? Je ne partirai pas sans qu'on ait tout discuté. Tu promets? Demanda Liam, les yeux brillants de larmes non versées. Je promets. David aida Liam à se calmer, et après 20 minutes, le garçon accepta enfin d'aller se coucher. Emma et David restèrent assis en silence dans le couloir devant sa chambre jusqu'à ce qu'ils soient sûrs qu'il dormait. Il faut qu'on parle, murmura Emma. Ils sortirent sur le balcon de l'appartement où ils pouvaient parler sans réveiller Liam. J'ai tout gâché, dit immédiatement David. Liam avait raison. J'ai laissé la peur prendre toutes les décisions. Emma s'appuya sur la balustrade, regardant les lumières de la ville. David, puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Si je te demande de rester, si je dis que je ne vais pas accepter l'offre, est-ce que je t'empêche de t'envoler? Emma se tourna pour lui faire face. Quoi? C'est la question que tu devrais me poser. Si tu restes à cause de moi, à cause de nous, est-ce que je t'empêche de t'envoler? Emma l'étudia longuement. David, quand j'ai reçu cette lettre, la première chose à laquelle j'ai pensé n'était pas enfin, ma grande chance. C'était, comment vais-je le dire à David et Liam? Elle esquissa un petit sourire. Il y a 6 mois, cette offre aurait été la réponse à toutes mes prières. Mais, maintenant. Maintenant j'ai une famille. Yetaitoi. J'ai Liam. J'ai une vie qu'on a construite ensemble. Emma s'approcha à lui. Si je reste, ce n'est pas parce que tu me l'as demandé. C'est parce que je choisis de rester. Parce que cette vie qu'on a vaut plus que n'importe quel emploi de rêve. David la regarda, peinant à croire ce qu'il entendait. Mais c'est ta chance. David, dit Emma, posant ses mains sur son visage. Il y a plusieurs façons de suivre un rêve. Être que je peux trouver un moyen de travailler dans la robotique médicale ici à Boston. Être que je peux retourner à l'école tout en gardant la vie qu'on a. Être que mon rêve a grandi pour inclure plus qu'une simple carrière. Emma, tu m'as donné quelque chose que je n'avais jamais eu, une famille qui me choisit tous les jours.
Et Liam m'a donné quelque chose dont je ne savais même pas que j'avais besoin, un but plus grand que le succès professionnel. Elle sourit. Je n'abandonne pas ça pour une chance qui pourrait revenir. Peut être même en mieux la prochaine fois. David la serra fort dans ses bras. Je suis tellement désolé d'avoir douté de nous, d'avoir laissé la peur. Chut, interrompit Emma. On n'a pas besoin d'être parfait. On doit juste continuer à se choisir l'un l'autre. Ils s'embrassèrent là sur le balcon, avec les lumières de Boston s'étendant sous eux et les sons lointains de la nuit urbaine autour d'eux. Quand ils se séparèrent, David sourit. Alors, on appelle les San Francisco de Maine? Allons-y, dit Emma. Et ensuite, cherchons ensemble des programmes de robotique médicale à Boston. Ensemble, répéta David. Et pour la première fois depuis des jours, ils sentirent tous les deux qu'ils étaient exactement là où ils devaient être. 3 mois après la crise de l'offre de San Francisco, la vie avait trouvé un nouveau rythme. Emma s'était inscrite à un programme de maîtrise en ingénierie biomédicale à l'université Northeastern et avait obtenu un emploi à temps partiel dans un laboratoire de recherche axé sur les prothèses pédiatriques. David avait appris à cuisiner au moins 5 plats qui ne sortaient pas d'une boîte, et Liam avait créé un nouveau système d'organisation de cuisine basé sur une efficacité culinaire optimisée. C'était un samedi matin quand Liam entra dans la pièce où David lisait des rapports et Emma étudiait à un bureau de fortune fait de livres empilés. « Papa » dit Liam, portant quelque chose soigneusement dans ses mains. « Déjà fini. » David leva les yeux de ses papiers. « Fini quoi, mon grand ?» Liam s'approcha, tenant ce qui ressemblait à un Rubik's Cube, mais différent de tout ce que David avait vu. Au lieu des couleurs habituelles, chaque face avait de petites illustrations dessinées à la main, des étoiles, des cœurs, des engrenages, des livres, et de petits portraits qui semblaient représenter eux trois en tant que famille. « C'est un cube spécial », expliqua Liam, le tendant à David. « Il n'y a pas de solution traditionnelle, mais c'est le plus beau que j'ai jamais fait. » David tourna le cube dans ses mains, admirant les détails soignés. Chaque dessin avait été réalisé avec des stylos à pointe fine, chaque partie soigneusement planifiée. « Liam, c'est incroyable, mais comment ça fonctionne s'il n'y a pas de vraie solution ?» Liam sourit, l'un de ces sourires complices qui signifiait qu'il comprenait quelque chose que les adultes ne comprenaient pas. « Il y a une solution. Ce n'est juste pas celle à laquelle tu t'attends. » Il pointa une petite flèche presque invisible sur l'une des faces. « Suis les dessins dans l'ordre. Quand tu arriveras à la fin, tu verras. » Emma s'approcha, tout aussi curieuse. « Puis-je le voir ?» David lui montra le cube, et ensemble ils commencèrent à suivre la séquence que Liam avait créée. Chaque tour révélait une autre partie d'une histoire que Liam avait racontée à travers les dessins. David seul avec Liam, puis Emma entrant dans leur vie, et ensuite eux trois ensemble, faisant les courses. Cuisinant. Ryant. Liam, c'est comme un livre d'images, dit Emma, touchée. Tu as dessiné notre histoire. Elle n'est pas encore finie, dit Liam, observant attentivement tandis que David et Emma continuaient. Quand ils atteignirent la dernière étape de la séquence, quelque chose cliqua. Le cube s'ouvrit comme une petite boîte, révélant un compartiment doublé de velours à l'intérieur, et là, David s'arrêta de respirer. Il y avait une bague, simple, élégante, avec un petit diamant parfait, et en dessous, une note pliée. Liam, commença David, sa voix s'étranglant. Lis la note, dit Liam, presque sautillant d'excitation. David déplia le papier avec des mains tremblantes. L'écriture soignée de Liam disait « Quand tu seras prêt à poser la bonne question à la bonne personne avec amour, Liam. » Pied. S. J'ai déjà vérifié. Elle va dire oui. Emma couvrit sa bouche, ses yeux se remplissant de larmes. Liam, tu. Papa parle de mariage depuis des semaines, dit Liam de manière factuelle. Il commençait toujours la phrase et s'arrêtait. J'ai pensé qu'il avait besoin d'aide avec la logistique. Il se tourna vers David. Et je voulais que tu saches que j'approuve officiellement. David regarda entre la bague et son fils, sentant que son cœur pourrait éclater de fierté et d'amour. Fiston, c'est, comment as-tu même? J'ai demandé de l'aide à tante Rachel, dit Liam. Elle m'a emmené dans un magasin, et j'ai dit au gars exactement ce dont j'avais besoin. Il a dit que c'était pour une occasion très spéciale, et je lui ai dit que c'était pour rendre ma famille officiellement complète. David serra Liam fort dans ses bras. Tu es incroyable. Tu le sais? Statistiquement, oui, dit Liam avec un sourire. Alors, vas-tu faire ta demande, ou dois-je te faire un calendrier? Et Marie a traversé ses larmes. Je pense que ton père a besoin d'une minute pour digérer. En fait, dit David, regardant la bague, puis Emma, je pense que j'ai déjà digéré. Il se tourna vers Liam. Fiston, peux-tu m'aider avec quelque chose? Bien sûr. J'ai besoin de planifier quelque chose de spécial. Porterais-tu le costume qu'on t'a acheté pour le mariage de cousin Michael?
Liam fronça les sourcils. Pourquoi? On va quelque part de chic? Quelque chose comme ça, dit David, faisant un clin d'œil à Emma. C'est une surprise. Le dimanche suivant, Emma reçut une invitation manuscrite de l'écriture de Liam pour un pique-nique spécial dans la cour arrière. Bandeau requis pour préserver la surprise. Quand elle arriva à l'appartement de David, Liam l'accueillit à la porte, portant un costume bleu marine parfaitement ajusté et une cravate qu'il avait choisie lui-même, grise avec de petits Rubik's Cubes imprimés dessus. « Tu es très élégant, » dit Emma, ajustant sa cravate. « C'est une occasion spéciale. » dit Liam solennellement. « Maintenant, je dois te mettre le bandeau. » Liam, qu'est-ce que vous deux planifiez? C'est une surprise, mais je peux te donner un indice. Ce sera statistiquement le meilleur jour de notre vie de famille. Emma laissa Liam lui mettre un bandeau doux sur les yeux et la guider soigneusement jusqu'à l'ascenseur, puis à travers le hall, et enfin jusqu'à la petite cour arrière derrière l'immeuble, un endroit qu'elle ne savait même pas exister. « Puis-je l'enlever maintenant ?» demanda-t-elle. « Attends, dit Liam. Papa, es-tu prêt? » « Je suis prêt, » répondit la voix de David quelque part devant elle. « Maintenant, tu peux l'enlever. » Emma enleva le bandeau et cligna des yeux, laissant ses yeux s'adapter à la douce lumière du soir. La cour avait été transformée. Une couverture à carreaux était étendue sur l'herbe. Des paniers de pique-nique étaient disposés autour. De petites guirlandes lumineuses étaient suspendues aux arbres à proximité. Et David était à genoux au centre de tout cela, tenant la bague que Liam avait cachée dans le Rubik's Cube. « Emma, » dit David, sa voix claire mais pleine d'émotion, « j'ai passé toute ma vie à essayer de tout contrôler, à essayer de tout faire parfaitement. Mais tu m'as appris que les meilleures choses dans la vie arrivent quand on arrête d'essayer de tout contrôler et qu'on commence simplement à vivre. » Emma porta ses mains à sa poitrine, des larmes coulant déjà sur son visage. « Je veux rater la cuisson des pâtes avec toi, » continua David. « Je veux commander les mauvais plats dans des restaurants chics. Je veux des jours qui n'ont aucun sens mais qui semblent justes parce qu'ils sont avec toi. Je veux construire une famille désordonnée, parfaite, complètement à nous. » Il tendit la bague. « Emma, veux-tu m'épouser? Veux-tu nous épouser ?» Emma regarda David, à genoux dans l'herbe, puis Liam, qui sautillait presque d'excitation, et ensuite de nouveau David. Au lieu de répondre avec des mots, elle se pencha et embrassa David, un long baiser doux plein de promesses. Quand ils se séparèrent, elle murmura contre ses lèvres. « Oui, résolvons ce cube à notre manière. » Liam poussa un cri de joie probablement entendu à 3 pâtés de maison. « Ça veut dire oui !» cria-t-il. « Je le savais. » Les probabilités étaient totalement en notre faveur. David glissa la bague au doigt d'Emma, et tous les trois s'enlacèrent là sur l'herbe, riant et pleurant à la fois. 6 mois plus tard, par une nuit pluvieuse de mercredi, tous les trois étaient assis sur le canapé à regarder des dessins animés. Emma portait un vieux t-shirt David et des chaussettes dépareillées. David était en pantalon de survêtement avec des taches de sauce tomate sur son t-shirt parce qu'ils avaient essayé, et échoué spectaculairement, de faire une pizza maison. Liam était en pyjama couvert de petites planètes, blottis entre eux. À la télévision, un dessin animé idiot sur des animaux parlants jouait, et Liam expliquait sérieusement pourquoi la physique dans l'épisode n'avait aucun sens. « Les tortues ne peuvent pas courir à 60 000 par heure, dit-il. Sérieusement, c'est biologiquement impossible. La structure de leur carapace ne le permettrait pas. » Liam, interrompit Emma en riant, c'est un dessin animé. Tu peux relâcher sur la science. Mais l'exactitude factuelle est toujours importante, même dans la fiction. David les observait, sa femme expliquant patiemment à leur fils pourquoi les dessins animés n'avaient pas à suivre les lois de la physique, tous les trois blottis sous une couverture jusqu'au nez, du pop-corn renversé sur le canapé, l'appartement en désordre mais plein de vie. Ce n'était pas la vie qu'il avait prévue. Ce n'était pas le rêve parfait d'une famille de films. C'était mieux. C'était réel. C'était à eux. C'était complet. Et quand Liam arrêta enfin d'analyser la biomécanique des tortues et se blottit entre eux avec un soupir satisfait, David pensa que être c'était la vraie définition du bonheur, pas des moments parfaits, mais des moments parfaitement imparfaits partagés avec les bonnes personnes. Emma tendit la main par-dessus la tête de Liam et serra doucement la main de David. 3 pressions, le code qu'ils avaient inventé pour « Je t'aime ». David serra retour. 3 pressions. Et Liam, sans ouvrir les yeux, murmura d'une voix ensommeillée. « Vous savez, je peux le sentir quand vous faites ça, n'est-ce pas? Statistiquement parlant, il est impossible de cacher des signes d'affection à quelqu'un qui est physiquement entre vous. » Ils rirent doucement, et dehors, la pluie continuait de tomber, rendant l'appartement encore plus chaleureux. Simple, réel, complet.